Le Bikeman, depuis le départ, c'est le Dakar du vélo. C'est ces conditions-là qu'on cherche à rassembler pour les athlètes, toujours avec un filet de sécurité, mais en autonomie totale. Donc il commence à y avoir cette compétition entre Européens, Américains du Nord et du Sud. On a un taux de finisher qui est extrêmement élevé sur le féminin, qui est plus élevé d'ailleurs que le masculin. La première fois qu'on fait un 200 bornes, on s'en souvient toute sa vie, comme la première fois où on enlève les roulettes sur le vélo. À un moment donné, au bout de 5-6 heures de course, t'es tout seul. J'ai beaucoup de respect pour les derniers finishers, ceux qui arrivent en 110, 115, 120, 125 heures, parce qu'ils ont surmonté beaucoup de galères. On ne peut pas se permettre, entre guillemets, d'avoir du matériel qui n'est pas technique au regard des efforts titanesques qui sont déployés. Ça, pour moi, c'est le futur des maillots dans l'ultra-distance. On se retrouve aujourd'hui dans le showroom d'Ecoy en compagnie d'Axel Carion, donc créateur du premier championnat du monde d'ultra-distance à vélo en autonomie. Bonjour Axel. Salut Ludo. Donc créateur de Bikeman, mais avant tout un aventurier. Un aventurier qui parcourt des milliers de kilomètres à vélo, en solo, parfois avec des compagnons de route. Et récemment, tu as parcouru 4400 kilomètres en 26 jours à VTT. Est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, déjà merci de l'invitation. Je suis allé après pas mal d'étapes, parce qu'on en a réalisé plusieurs ensemble avant ce grand défi avec mon compagnon de route Greg Girard, emmener Greg tenter une traversée de la Great Divide Mountain Bike Route, donc qui est l'itinéraire VTT le plus long du monde et qui relie le Canada au Mexique en traversant toute la chaîne des Rocheuses des États-Unis, avec un peu plus de 50 000 mètres de dénivelé et 90% de pistes à VTT, avec un vélo en configuration de voyage. Ouais. Ceci fait suite à ta traversée en solitaire en 2024, cette fois-ci du continent états-unien. Clin d'œil à JC, parce que c'est un peu à son initiative à l'époque, en 2024, que je suis allé tenter la traversée des États-Unis, donc de New York à Astoria, cette fois en suivant les anciennes voies de chemin de fer. C'était le but de cette expédition en 2024, que j'ai fait également en 26 jours, donc 5800 km cette fois, avec un vélo gravel, il y avait 30% de pistes, et cette fois en solitaire. Donc là, c'est la série 2, c'est l'épisode 2 de cette grande traversée, et cette fois nord-sud. J'espère d'ailleurs qu'elle appellera peut-être une troisième traversée, parce que les États-Unis sont vraiment un territoire, c'est un territoire extraordinaire à traverser et qui est étonnant à bien des égards de le découvrir à vélo. Revenons à Bikeman et à cette saison 2025. Comment est-ce que tu la décrirais, cette édition ? Cette saison 2025, pour moi, je dirais que c'est un changement tectonique qui est en train de se dérouler, que j'ai rêvé, que j'ai caressé depuis pas mal d'années, à savoir que des athlètes qui sont inconnus au bataillon de l'ultra, notamment des Brésiliens, eh bien, à un moment donné, se positionnent au sommet de la marche du podium du Bikeman, parce que c'est un championnat du monde, c'est des courses d'ultra-distance extrêmement exigeantes, tu connais parce que tu as participé à l'une d'entre elles et pas des moindres. Donc je suis enchanté de voir que le rêve que je caressais à l'époque d'avoir parmi les meilleurs athlètes de la planète, mais toujours amateurs, qui se retrouvent ensemble sur des formats de course un peu XXL et totalement hors cadre et hors norme, se réalise, et c'est devenu une réalité cette année avec André Freuss, qui a pris la tête du championnat et qui est officiellement champion 2025 du Bikeman, après avoir explosé les scores à la fois sur des étapes brésiliennes, parce qu'il a remporté les 3 étapes du Brésil, mais également l'étape du Maroc, parce qu'il est arrivé 2e. Donc il commence à y avoir cette compétition entre Européens, Américains du Nord et du Sud. Oui. Et je suis heureux qu'il y ait cette friction entre les athlètes européens, les athlètes américains et sud-américains, parce qu'en fait on apprend au contact de ces athlètes des techniques, on apprend à faire la course différemment, on apprend les ressources aussi dont ils disposent pour pouvoir faire ce type de course. Et je pense que le Brésil a beaucoup de choses à mettre en valeur. Et le Bikeman, c'est un peu ça aussi, c'est un théâtre qui permet de mettre en avant des athlètes qui viennent un petit peu de différents horizons, oui, et qui viennent se défier sans prize money, sans rien à gagner à part l'honneur d'être un jour peut-être le champion. Et justement, ça me permet de rebondir ce que tu dis sur l'évolution depuis les débuts, les premiers Bikeman. Qu'est-ce que tu as constaté ? Est-ce qu'il y a une désacralisation aussi de l'ultra-distance ? Est-ce qu'on a des amateurs qui n'auraient pas osé tenter et qui vont sur ces épreuves-là ? Est-ce qu'on a une féminisation ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces évolutions depuis ces 10 dernières années, on va dire ? Il y a 2 grandes évolutions majeures. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, ça va faire 10 ans en 2026, le Bikeman. Oui. Il y a 10 ans, on me prenait pour un fou en disant ça marchera jamais, c'est vraiment réservé à une élite et une niche. Au final, on a rassemblé plus de 4500 participants.
sur les courses Bikingman, donc c'est clairement plus un sport de niche, il y a clairement un engouement à ce sujet, et c'est principalement des amateurs, des gens qui n'avaient jamais fait de longue distance, donc qui ne savaient pas ce que c'était que faire 200 bornes à vélo, et encore moins de faire 1000 bornes, parce que le format du Bikingman c'est 1000 bornes. Donc ça c'est la première constatation, c'est qu'il y a clairement un engouement pour ce type de format de longue distance en autonomie, parce que je précise quand même que le Bikingman c'est de l'autonomie totale du départ jusqu'à l'arrivée, parce qu'il y a tellement d'épreuves aujourd'hui, soit non chronométrées, soit en semi-autonomie, les gens ils ont un peu de mal à savoir ce qu'est réellement l'éthique de l'épreuve. Le Bikingman depuis le départ c'est le Dakar du vélo, c'est-à-dire que tu es en autonomie du départ jusqu'à l'arrivée de manière à ce que, parce que c'est le but moi que j'ai en tant qu'organisateur de course, c'est d'autonomiser les gens, c'est pouvoir les préparer à se retrouver face à des conditions climatiques extrêmes et qu'ils puissent utiliser leurs ressources internes et non pas l'assistance ou la préparation d'un organisateur qui viendrait les libérer de cette contrainte-là et de cette charge mentale. Au contraire, le Bikingman, c'est une immersion dans un territoire de manière à ce que, et tu connais très bien, parce que tu as fait la course sur les Alpes-Maritimes dans des conditions avec la Lombarde exceptionnellement difficiles. Oui, c'est ces conditions-là qu'on cherche à rassembler pour les athlètes, toujours avec un filet de sécurité, mais en autonomie totale. Ça, c'est vraiment le point important sur le Bikingman. Aujourd'hui, 4500 participants. Demain, combien d'athlètes on va avoir? Je pense que c'est en constante progression chaque année. Le deuxième point, il y a clairement du féminin qui est en train à la fois de rentrer dans la longue distance et qui performe, puisqu'il y a Lauriane Placé notamment qui a remporté le championnat et qui a explosé la performance des hommes. Et on a aussi, cette année, encore une fois, le Brésil avec Jésibel, une féminine qui se positionne en enchaînant à la fois les étapes à fort dénivelé, parce que la spécificité du Bikingman, c'est qu'on a très souvent des étapes avec beaucoup de dénivelé. Et moi, ce que j'ai remarqué sur les années, c'est que les femmes ont encore un peu de mal, pour des raisons sans doute soit de préparation ou d'idéologie, je ne sais pas. Elles ont encore du mal à s'engager sur des épreuves avec beaucoup de verticalité, alors qu'elles en ont toutes les ressources. La preuve en est, c'est qu'on a un taux de finisher qui est extrêmement élevé sur le féminin, qui est plus élevé d'ailleurs que le masculin. C'est-à-dire que sur la proportion des femmes qui participent sur le Bikingman, qui est entre 10 à 20% des participants, le taux de finisher est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, parce qu'elles généralement elles se préparent beaucoup mieux. Donc c'est les deux phénomènes que je vois depuis 10 ans et auxquels j'espère pouvoir porter ma pierre à l'édifice et faire évoluer bien sûr à la fois le nombre de pratiquants, toujours en autonomie totale, sur des courses qui leur permettent d'apprendre quelque chose au-delà de parcourir des kilomètres. C'est vraiment de pouvoir apprendre sur des territoires, apprendre sur des conditions climatiques, apprendre sur du matériel et également voir davantage de féminin. Et Lauriane y a contribué. Les participants d'un Bikingman, un participant devient par définition un aventurier. Moi, le but de départ, c'était ça. La promesse de départ, c'était, parce que le premier Bikingman, l'événement 0, c'était 3500 km de Quito à Cusco, Équateur, Pérou, à travers la cordillère des Andes. Il y avait 26 jours de temps limite, c'était une aventure XXL, c'était une transcontinentale que tu connais sans doute sous stéroïdes, parce qu'il y avait l'altitude, il y avait 60 000 mètres de dénivelé positif. Bref, c'était un format XXL. Le but au départ, c'était de proposer à des gens qui n'ont pas la possibilité de partir en voyage à vélo, comme je peux le faire moi aujourd'hui, parce que c'est une partie de mon métier, et qui veulent vivre les ingrédients du voyage à vélo dans un format très condensé, très intense, avec moins d'arbitrage matériel. C'est-à-dire que si on parle longtemps, par définition, il faut beaucoup de matériel. Donc on est lourd. Donc on a le poids, on a la difficulté de progresser d'un point de vue physique, en termes de kilométrage journalier. Le Bikingman, c'est un format avec un filet de sécurité, 1000 bornes, souvent avec beaucoup de dénivelé. On a 120 heures de temps limite. Par contre, le vélo, en moyenne, fait 13 à 15 kilos, tout équipé, avec le matériel obligatoire. Donc on a une capacité de pouvoir progresser sur des longues distances, donc à la fois de franchir des seuils, c'est ça qui est intéressant, ce seuil symbolique que tu connais, parce que tu l'as franchi il y a des années, de faire 200 bornes. Première fois qu'on fait un 200 bornes, on s'en souvient toute sa vie, comme la première fois où on enlève les roulettes sur le vélo. Bien sûr, ouais. Et le deuxième point, c'est de se dire, au-delà des 200 bornes, je suis capable de répéter cet effort avec les ingrédients du voyage, c'est-à-dire de gérer les imprévus climatiques, alimentaires, physiques, blessures, fatigue. Rouler la nuit, et de se retrouver quelque part un peu en solitaire, parce qu'on est sur des épreuves pour le Bikingman, des courses qui en moyenne rassemblent 150 à 300 participants au maximum. Donc on n'est pas sur une cyclo-sportive ultra-distance, on est clairement sur une immersion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout de 5-6 heures de course, tu es tout seul. Et tu te retrouves dans ces conditions simulées de voyage à vélo, puisque le but du Bikingman, au-delà du championnat du monde, c'est d'être la plus belle école de l'exploration et du voyage à vélo pour former quelque part à la fois soit des explorateurs en herbe jeunes, comme Louis Défaut qui est venu, qui a gagné le Bikingman Corsica, comme des moins jeunes, parce que l'année prochaine on a Rob Packham, que je salue, un Anglais qui va sur ses 78 ans, mais qui retrouve encore ce plaisir du voyage au sein d'une course comme le Bikingman. C'est un peu le mélange entre la compétition
et l'aventure à vélo réunis. Et c'est ça qui est intéressant en termes d'ambiance et de communauté, parce que c'est totalement hors cadre, parce qu'on a des gens qui viennent de tous les horizons en termes de profil sportif, et on ne sait pas qui c'est qui peut gagner, qui va performer dans le groupe de participants dans lequel tu vas te situer, comment ça va jouer. Tu n'as aucun paramètre qui normalement permet de juger une cyclo, c'est-à-dire combien de bornes tu as fait, quelle est ta prépa, qui peut permettre de dire, bon, à peu près Ludo il va se positionner là dans le peloton. Là, vu que tu es en solitaire, tu as plein de galères qui peuvent se passer. Et c'est ce qui fait la magie de ce type de course, c'est que tu ne gagnes jamais un Biking Man tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée. Parce qu'il y a tellement de paramètres incontrôlables qui en font quelque part toute la beauté. Et les participantes et les participants apprennent aussi à gérer leur équipement. Ce qui me permet de parler aussi du partenariat que tu nourris avec Ekoi, et que tu entretiens avec Ekoi depuis maintenant 2 saisons. Donc un partenariat qui a permis à Ekoi de développer sa gamme dédiée à l'ultra-distance. Qu'est-ce que toi tu es venu chercher auprès d'une marque comme Ekoi? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Quelles sont les spécificités aussi des produits dédiés à l'ultracyclisme? Moi, j'ai bossé avec pas mal de marques avant de travailler avec Ekoi. Je travaillais avec Café du Cycliste, Gobic, Faster, Rafa. Bref, on a travaillé un petit peu avec pas mal d'entreprises dans l'écosystème du textile. JC, ça a été la première personne qui a écouté, quand je lui ai parlé, de l'évolution technique qui est en train de se réaliser dans le textile et qui était nécessaire pour pouvoir répondre à des besoins, des demandes des participants. Et ça a été le premier à dire, ok Banco, on va concevoir quelque chose de A jusqu'à Z, de la conception jusqu'à la réalisation des protos. On va vraiment concevoir une gamme dédiée à ça. La première saison, on avait du Cordura, on avait du réflectif partout. Donc le Cordura, pour les gens qui ne connaissent pas directement, c'est du textile qui limite la déchirure. Donc ça permet de pouvoir, en cas de chute, avoir de la durabilité. Il y avait de la visibilité partout avec du réflectif pour pouvoir être visible dans des endroits stratégiques. Il y avait bien sûr la partie poche cargo, on en rigolait il y a 10 ans maintenant, qui devient indispensable dans l'ultra-distance sur les 2 parties latérales des cuisses. La poche arrière également du cuissard, et puis bien sûr une chamois. Une chamois qui permet de tenir au moment où on commence à s'échauffer dans l'ultra, c'est-à-dire au moins à partir de 8-10 heures de vélo, c'est là que ça commence à se chauffer, quoi. Avant, c'est même pas la sortie des stands. À la fois cette écoute et cette technicité que j'ai retrouvée, parce que moi encore une fois, c'est pas juste une question d'avoir un partenaire textile. Il y a eu l'écoute et derrière la délivrabilité. C'est ça qui m'a plu chez JC et toutes les équipes, c'est que ça a déroulé à une vitesse déjà extraordinaire en termes de conception produit, et le résultat a été incroyable dès la première saison. On l'a amélioré sur la deuxième avec un apport de technicité. Encore une fois, il y a très peu de marques, il n'y en a aucune actuellement qui a le maillot Hydra Plus qu'on a conçu pour 2025, c'est-à-dire avec le transport de flasques. Ça, actuellement, il n'y a aucune marque qui fait ça. Aucune marque qui veut prendre le risque, entre guillemets, de pouvoir dire je vais transporter du flasque à l'avant du maillot. Et je vais augmenter ma capacité. Et je vais augmenter mon autonomie hydrique. Je vais bien sûr augmenter ma capacité de transport, parce qu'il n'y a pas, sur l'Hydra Plus, il n'y a pas que le transport d'eau, il y a également la poche tracker qui permet de mettre la balise, quelle que soit la course à laquelle vous participez, ou poche poubelle pour mettre tous les emballages quand on mange, pour éviter de polluer les pistes ou les routes sur lesquelles on va, et puis du multipoche, 2 poches latérales en mèche, une poche boulangerie à l'arrière, 3 poches énormes ici. Enfin moi, à titre quand d'info, tu dis la poche boulangerie, c'est bien sûr la poche pour le sandwich. La poche pour le sandwich, mais moi là je transporte, par exemple, je suis allé au Brésil avec ce maillot, le maillot sable, je l'ai utilisé pendant 1000 bornes, là je mets quand même la veste de pluie, la veste de pluie VTT. En termes d'encombrement. Donc le mesh, il est ultra flexible. On est sur un maillot, à mon sens, qui est actuellement le summum de la technicité dans l'ultra-distance. Pour l'instant, il n'y a aucune gamme concurrente chez vos concurrents qui fait ça. Là, toutes les poches servent à quelque chose et sont fonctionnelles pour l'ultra. Que ce soit pour de l'alimentaire, pour mettre son téléphone, sa caméra à l'action, tout le bordel en fait qu'on transporte quand on est en ultra et qu'on n'a pas envie de récupérer dans ses sacoches. Dans l'hypothèse où tu te retrouves dans un orage, t'es en haut de l'Iseran ou t'es sur les pistes de l'Estérel, sur un orage de dingue, et que tu ne veux pas aller t'arrêter pour ouvrir ta sacoche pour récupérer quelque chose dont tu as besoin. Là, tu viens déporter ta capacité de transport matériel directement sur le textile et sur le pilote. Et je pense qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose qui à la fois change les codes dans des mêmes proportions, même si ça ne se sait pas encore, que le cuissard au passage du cuissard cargo. Ça, pour moi, c'est le futur des maillots dans l'ultra-distance. Quiconque a fait un peu de longue distance, c'est-à-dire au moins 10-13 heures de vélo par jour minimum avec une poche à eau de 2 litres à l'arrière, sait qu'à un moment donné, soit t'es musclore, soit tu le payes au prix d'une tension dans les cervicales qui est insoutenable. Tout à fait. Sur l'avant, en revanche, je vais traverser les États-Unis avec, donc on a fait 26 jours, on l'a lavé 3 fois, parce qu'on a pris 3 douches.
dans les rivières, je précise. Donc c'était pas des douches, c'était des douches à la mode Jack London. Mais voilà, c'est un maillot qui est ultra résistant et qui a tenu 26 jours, soit 270 heures de vélo d'affilée quand même. Dans des conditions de transpiration, d'hygrométrie un peu extrêmes, quoi. Petit clin d'œil aussi aux chaussettes. Clin d'œil aux chaussettes parce que c'est vrai que Ça peut paraître un détail, mais c'est extrêmement important d'avoir des Effectivement. chaussettes réflectives. Sur les chaussettes Bikingman et Koi, qui sont dispo en noir et en blanc, ça a toujours été l'accent sur la visibilité. Parce que dans l'ultra, tu connais bien le sujet. De nuit, on cherche toujours à avoir des lumières qui flashent à 1800 lumens, à 2000 lumens, mais on oublie que la principale source de visibilité, c'est le pilote. Oui. Donc il y a à la fois du réflectif, bien sûr, sur toute la gamme qu'on vient d'évoquer, l'Hydra Plus, le cuissard, mais les chaussettes, c'est un lieu stratégique également, à la fois en blanc ou en noir, parce qu'elles sont super visibles. Il y a également le casque. Voilà, je porte une casquette, mais il y a le casque princesse, j'aime bien le surnommer comme ça, qui permet d'avoir un casque réflectif qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs auprès des coureurs brésiliens quand j'ai fait la course au Brésil. Le but, c'est d'avoir le maximum de réflectif et pas juste une petite bande comme font certaines marques où tu vois juste une bande réflective à un endroit où c'est pas visible. Il n'y a jamais assez de réflectif sur un maillot et un cuissard. Et un pilote n'est jamais assez visible. Là-dessus, il n'y a pas de prix pour la sécurité la nuit. Donc, il faut essayer de maximiser, bien sûr, les supports de visibilité et de la tête aux pieds. Il y a également les chaussures. Bikingman et Koi qu'on a co-développé, sur lequel il y a des bandes réfléchissantes. Exactement. Et ça, c'est clairement une nouveauté aussi. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, si on avait eu cette discussion ensemble, je pense qu'on n'en parlerait même pas. Et l'ultra, c'est un peu ça, c'est que ça vient changer aussi les codes avec des outsiders du cyclisme qui ont d'autres besoins et où la technicité, à mon sens, c'est bien au-delà de la majorité des usages qu'on peut avoir dans le quotidien d'une sortie le week-end entre amis, quoi. On ne peut pas se permettre, entre guillemets, d'avoir du matériel qui n'est pas technique au regard des efforts titanesques qui sont déployés, quoi. Et des conditions rencontrées. Et des conditions rencontrées, le fait qu'on soit en autonomie, qu'on n'ait pas la possibilité de laver ses habits, qu'il n'y ait pas un drop bag à un endroit pour changer ses affaires et être confortablement dans un nouveau cuissard à un point de contrôle. Le Bikingman, du départ jusqu'à l'arrivée, tu as le même cuissard, quoi. Donc tu dois avoir une gestion totale de la technicité de tes produits et maîtriser ton matériel. Le Brésil, j'ai fait un peu plus de 50 heures de vélo pour faire 1000 bornes, dans des conditions climatiques un peu difficiles, parce que c'est le Brésil. Moi, je suis heureux de m'appuyer sur une gamme textile qui est fiable, qui ne va pas m'arracher les fesses, et avec un maillot que je vais avoir plaisir à porter et à remettre. Quand tu t'es reposé un petit peu le matin et que tu le mets qui est trempé, tu es quand même content de le porter. Ouais. Ça, c'est essentiel, et c'est ce qui en fait, j'irais, toute la beauté. Et les participants des différentes courses ont eu l'occasion, parce qu'on était présents, Koi, avec un stand, donc ont eu l'occasion aussi de faire des retours sur les produits. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelque chose sur ce point-là? Ce qui est génial, c'est qu'on vient de loin. C'est-à-dire que moi, au départ, quand on a annoncé le partenariat et qu'on a commencé à bosser sur les premiers protos et que la première gamme est arrivée, donc là, on parle du mois de mai 2024, les gens, ils étaient là, Koi, technicité ultra, pourquoi? Par contre, dès lors qu'ils ont testé les maillots, les cuissards, c'est là que c'est parti après en mode punaise, la gamme est exceptionnelle, quoi. Et cette année, ça a été également confirmé avec la gamme Hydra Plus, c'est-à-dire que les retours là-dessus sont globalement dithyrambiques. Et encore une fois, il n'y a personne qui fait ça. On a encore un peu de temps, je pense, pour la partie maillot Hydra Plus pour que ça devienne un réflexe comme le cuissard cargo, qui a mis un peu de temps. Et au début, c'était une poche. Je ne sais pas si tu te souviens, les fabricants, je vais en citer un, Shimano, qui faisait des cuissards avec une seule poche, mais qui était inutilisable. Moi, dans les poches d'un cuissard cargo Koi, aujourd'hui, avec le maillot Bikingman, je mets le téléphone, je mets une caméra d'action, je mets un pain-bagna, enfin, on met des choses énormes. Et c'est tellement pratique que même dans les sorties du week-end, au lieu de transporter des sacoches sur mon vélo ou d'avoir la mini sacoche et du matériel, je transporte tout sur moi maintenant. Parce que le textile permet ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne se rend pas compte à la fois des échanges avec les équipes pour pouvoir concevoir, tester les protos et toute la technicité qui est impliquée en termes de couture, et ainsi de suite, pour que tout joue, parce que les poches qu'on vient rajouter, c'est des contraintes sur le textile de partout. Le réflectif, c'est pareil. Et là-dessus, on s'est quand même bien fait la main depuis quelques temps avec vous. Et je pense qu'on a un maillot qui est ultra solide, quoi. On peut souligner aussi le côté esthétique, parce qu'il y a une version donc full black avec le réflectif, et cette version sable aussi, qui fait hommage aussi au gravel notamment. On garde des codes quand même qui sont globalement harmonieux, à la fois sur la gamme full black
Et également sur la gamme sable, l'origine du maillot sable qui est à l'initiative d'Oriane, c'est aussi de pouvoir avoir un maillot plus clair, donc plus agréable à porter en fonction de la sudation, parce qu'en fonction de la transpiration de chacun, moi par exemple je suis une personne qui ne transpire pas beaucoup, il y a d'autres pilotes qui vont transpirer beaucoup plus et qui vont privilégier des maillots plus clairs pour limiter, je dirais, la transpiration et avoir aussi moins de traces. Parce que le noir, quand on est dans l'ultra-distance, peut laisser, s'il y a des conditions climatiques extrêmes très chaudes, des traces de sel. Bon, ça permet aussi d'avoir un peu des lettres de noblesse quand on arrive sur la ligne d'arrivée en se disant, pour voir si Ludo a bien morflé ou s'il en reste sous la pédale. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir toucher, je dirais, à la fois des conditions fraîches ou des gens qui ne transpirent pas beaucoup avec un maillot noir, qui est classe et qui permet de nuit d'être très très visible, ou un maillot sable pour des conditions très chaudes. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que l'ultra-distance, c'est le vélo des origines, en fait, le vélo, la quintessence du vélo, et non pas sa forme atypique, comme on pourrait un petit peu le percevoir? Moi, c'est mon pari. Ça fait 10 ans que je fais ce pari, parce qu'à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans, parce que ça fait pas très longtemps que je fais du vélo, ça fait 15 ans. Donc j'ai commencé par cette fenêtre, en faisant 1200 bornes en traversant l'Europe de l'Est, notamment l'Ukraine. Et je me souviens à l'époque avoir vécu à la fois un choc physique et mental, parce que c'est une expérience qui te transforme, mais surtout le plus grand choc que j'avais vécu, c'est la perception qu'avaient les gens de ce type d'effort en disant oui, t'es allé te balader en Europe de l'Est, alors que c'était extrêmement difficile de progresser avec un tank, avec un vélo chargé, toute la difficulté du pilotage, avec la répartition des charges et ainsi de suite. C'était vraiment, c'était à la fois de la piste, on parlait même pas de gravel, ça n'existait même pas à l'époque, des conditions climatiques extrêmes, parce que je me souviens avoir eu des débuts d'engelure sur les mains. C'était des conditions très très difficiles, mais en rentrant, quand tu racontes cette expérience, il y avait une association cyclotourisme qui, moi, ne correspondait pas du tout à ce que j'avais vécu, parce que de l'intérieur, je suis un profil pluridisciplinaire en termes de sport, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, et quand je suis arrivé dans le vélo, cette pratique du voyage était vue à mon sens de manière un peu, pas péjorative, mais elle était presque dénigrée. Et ça a quelque part alimenté un fuel intérieur, une énergie intérieure en me disant un jour j'aimerais bien arriver à changer les codes, parce qu'en me renseignant suite à cette première expérience, quand je dis me renseigner, c'est lire des livres sur les premiers explorateurs, les premiers voyages à vélo, c'est la première chose qu'on a fait dans le vélo. Cette liberté que tu as ressentie la première fois quand tu as enlevé les roulettes sur le vélo, où on te lâche avec tes parents et tu te dis putain je flotte. Cette sensation-là, tout le monde l'a eu sur un vélo. Quand tu pars en voyage à vélo, c'est ça. Tu revis cette expérience de grande liberté où tu te dis qu'est-ce qui se passe quoi. Et avec le Biking Man, moi je cherche à repartager ça, parce que c'est un peu ça le pari. On laisse partir les gens, on les accompagne sans les aider pour être témoins de leur voyage, et après on les accueille sur la ligne d'arrivée. Et on essaie de faire renaître quelque part ces lettres de noblesse-là, parce que c'est effectivement à la fois méconnu, parce qu'il y a plus de gens qui cherchent des profils de course un peu assistés, et à la fois très accessible. C'est-à-dire que moi j'ai un adage que j'aime bien répéter, je fais faire 200 km à n'importe quelle personne qui est normalement constituée en moins d'un mois de préparation sur un vélo, dès lors qu'elle suit quelques conseils, notamment techniques. Le gravel amène également sa pierre à l'édifice, et moi je trouve ça super intéressant, parce que ça vient autonomiser les gens dans la pratique du vélo, et c'est le but. Parce que ça permet à la fois qu'ils se redécouvrent et qu'en même temps ce soit interpratique, route, gravel, VTT, parce que le plaisir devient intégral et tu peux migrer entre les trois pratiques, quoi. Dans ton ouvrage, Le Monde à vélo, que j'ai lu avec un intérêt certain, c'est un récit immersif de tes aventures à vélo, alors de la Corse, en passant par la Cordillère des Andes, Taïwan. J'ai eu le sentiment que c'est une invitation au voyage pour les non-adeptes. Cet ouvrage, c'est un peu un héritage qu'on veut laisser de ces grandes aventures qu'on a pu partager. Généralement, ces aventures ont été partagées avec des personnes de la communauté du Biking Man, donc des gens qui ont déjà participé à des courses et qui sont venus après sur la phase, à mon avis, suivante, c'est-à-dire du voyage en exploration. Et l'idée, c'était un peu de combiner les deux, à la fois d'avoir une bouteille à la mer, de ces grands voyages qu'on a réalisés, qu'on n'a pas voulu garder pour nous, parce qu'on a à la fois des récits et puis des images extraordinaires. 200 000 km, 200 000 photos. On s'est dit avec David, à un moment donné, il fallait pouvoir les raconter. Et c'est un peu un recueil de ces textes-là. Et en même temps, c'est un témoignage à la fois d'affection et puis un partage auprès de la communauté Biking Man des plus belles expéditions que j'ai pu réaliser, où je n'ai pas pu, malheureusement, pour des raisons principalement logistiques, d'organiser une course Biking Man là-bas.
L'idée, c'est de pouvoir toujours avoir un trait d'union, ça me paraît vraiment très important, entre le voyage et ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultra-distance, qui à mon sens sont deux éléments qui se rejoignent. Pour moi, un voyageur à vélo qui a fait un tour du monde, il a fait de l'ultra-distance sans qu'on nomme cette dimension et sans qu'on ait besoin de la nommer. Et ces deux univers, si tu veux, à un moment donné, devront se rapprocher parce que c'est deux expériences qui sont transcendantes des deux côtés. Si on prend une palette de couleurs d'un peintre, et la longue distance va te demander quand même une palette de couleurs assez large avant de pouvoir vraiment t'élancer sur un défi, parce que c'est pas que du vélo, c'est pas que borné. C'est borné sous la flotte, c'est borné dans le vent, c'est borné chargé avec du matériel, c'est borné sans eau, c'est borné sans alimentation, c'est borné de nuit, c'est testé les lumières, c'est testé dans des conditions froides alors que t'as pas le matériel. Ça demande plein d'apprentissage. Et il y a tellement de paramètres qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas avoir une défaillance, que la seule capacité dont disposent les gens, mais qui est la plus belle pour pouvoir surmonter le défi, c'est la résilience et puis surtout s'adapter à l'imprévisible et se dire ça arrive. Tu vas transformer ta manière de voir le vélo pour aller au bout de l'épreuve. Et plus tu avances, plus tu es lent quelque part, plus c'est dur. Parce que plus tu es fatigué, plus tu accumules les galères. Et j'ai beaucoup de respect pour les derniers finishers, ceux qui arrivent en 110, 115, 120, 125 heures, parce qu'ils ont surmonté beaucoup de galères. Techniques, mécaniques, physiques. Et ce qui a fait la différence, c'est leur capacité à rester calme et à se dire, de toute manière, c'est arrivé, mais je peux encore pédaler. 200 000 km d'exploration, et ce sera le mot de la fin. L'avenir, c'est quoi? 200 000 autres kilomètres d'exploration? Je dis ça pour que les gens comprennent la dimension du bagage que je transporte quand je parle du voyage à vélo. C'est pas par orgueil, c'est pas pour dire je cherche à faire 400, 600, je vise pas le million de kilomètres. Je cherche juste, bien sûr, les prétextes pour pouvoir repartir et pouvoir partager ma passion du voyage à vélo au sens large, quoi. Donc, bien sûr, il y a des prétextes déjà en 2026 qui sont fixés en termes de calendrier et j'espère qu'on aura l'occasion de les partager ensemble. Merci Axel. Merci Ludo.